Bonjour Guillaume, mission présentation. Guillaume Delors, tu es avocat en droit du travail, tu es spécialisé dans l'accompagnement des personnes en burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton positionnement et comment tu accompagnes les personnes burn-outées? Bonjour Sandra. Alors en fait, moi, comme tu l'as dit, j'interviens en droit du travail. En fait, historiquement, je n'aime pas, je n'accompagnais pas les salariés. Moi, j'ai pendant longtemps accompagné les entreprises sur des problématiques de prévoyance et d'accident du travail et de maladies professionnelles. Et c'est pour ça que je Hmm. me suis vraiment intéressé à la santé des salariés. Mais j'étais de l'autre côté de la barre, en gros. Ouais, je vois. Donc je travaillais pour plusieurs gros cabinets d'employeurs et j'avais développé à côté une clientèle de salariés. Pas forcément dans la volonté de faire une clientèle de burn-out ou que ce soit, mais plutôt d'accompagner les gens. Oui. Et il se trouve que une majorité de mes clients étaient confrontés à la problématique du burn-out, et donc je m'y suis intéressé, mais plutôt malgré moi, parce que je pense que j'ai une personnalité qui a une méthode de travail qui fait que je suis en empathie et je fonctionne bien avec des personnes qui sont en souffrance, puisque moi, ce que j'aime, c'est faire un accompagnement long et complet en aidant les salariés à déclencher leurs droits à prévoyance, en faisant des maladies professionnelles. Et donc, je suis vraiment plus dans l'accompagnement long terme que dans l'avocat qui va dire on va aller direct au contentieux, on va obtenir tant. Moi, je suis toujours très prudent. Je dis, écoutez, on va négocier votre départ au mieux, mais votre départ, c'est pas forcément d'ailleurs la première chose à faire et la plus importante pour vous, parce que vous n'êtes pas en état de retravailler. Donc, si vous partez de l'entreprise, de toute façon, vous n'allez pas aller mieux. Donc, il faut que vous vous soigniez pour que vous soigniez pour des droits. Et moi, je veux faire un accompagnement à long terme. Et donc, voilà, c'est plus de fait que je me suis petit à petit constitué une clientèle avec majoritairement, même si je fais pas ça exclusivement, mais des salariés en situation de burn-out qui veulent négocier leur départ ou être accompagnés au départ et pour déclencher leurs droits. Mais c'est Ouais. pas un positionnement spécialement recherché, c'est plutôt de fait. Et Hmm. donc ensuite, j'ai communiqué sur ce sujet-là parce que je me suis rendu compte que les trois quarts de mes clients c'était dans cette situation. Mais c'est devenu par les faits, c'est pas quelque chose de Ouais. recherché. Et c'est comme ça que je t'ai contacté parce que moi, je cherchais spécifiquement des avocats qui étaient spécialisés dans le burn-out. Donc, du coup, je suis très contente que tu aies ce positionnement. Mais merci. Alors, il y a quelque chose qui est particulier, c'est que tu accompagnes les personnes avant même la survenue du burn-out, avant l'épisode de décompensation et l'arrêt de travail. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans l'entreprise et qu'on n'a pas encore fait qu'on n'a pas encore fait le burn-out? Est-ce qu'il y a des choses à faire, des actions à poser, des choses à récupérer, par exemple? Oui, alors justement, donc moi j'interviens effectivement à différents stades et plus j'interviens en amont, plus j'ai de capacité à aider ensuite le salarié. Parce qu'il y a rien de pire qu'une personne qui est en burn-out, qui est en arrêt de travail complet. Faut comprendre que moi quand j'interviens en burn-out, c'est quand il y a un litige globalement avec l'employeur, soit une surcharge de travail causée par l'employeur, un contexte de harcèlement ou de discrimination. Souvent, voilà, moi j'interviens quand même dans un contexte lourd, un contexte contentieux. Et plus j'interviens tôt, plus je vais pouvoir aider ces personnes. Et plus, voilà, puisque justement le plus important, tant qu'on est encore dans l'entreprise, c'est de récolter des preuves. C'est-à-dire que ces griefs et ces choses qui vous font souffrir, il faut en garder la preuve. Donc, quel type de preuves sont intéressantes à recueillir? Ça va être par exemple votre temps de travail, parce que souvent, il y a une problématique de temps de travail ou d'organisation du travail. Donc, le temps de travail, vous pouvez récupérer vos mails avec les mails en début et fin de journée. Vous pouvez noter vos temps avec des outils comme Toggle ou les noter manuellement. Récupérer les calendriers de réunions qui montraient que vous êtes surchargé de réunions, votre agenda tout simplement. Oui. Enfin, tout, voilà, vos journaux d'appel, tout ce qui permet de prouver votre surcharge de travail. Ou voilà, si vous avez des problématiques de micromanagement avec un supérieur qui vous fixe plein de deadlines, qui vous rappelle tout le temps, qui vous relance tout le temps pour vous mettre sous pression en permanence, ce qui peut être aussi un facteur. Mm. Ben pareil, essayez de récupérer les invitations, les mails, voire de créer de la preuve en faisant des petits mails circonstanciés, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais il faut Mm. être fin, et c'est pour ça que j'accompagne souvent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément alerter l'employeur sur le fait qu'on est en train de se ménager une preuve, mais voilà l'action à faire
Donc un petit mail par exemple, bah écoute, c'était intéressant de travailler sur ce dossier, même si on a fini jusqu'à 23 heures. Ça permet de garder une preuve du temps de travail. Mhm. Donc ça, Oui, tu c'est as la fait un partie. post en ce sens sur LinkedIn, j'ai vu récemment. Oui, bah, un conseil que je donne toujours, c'est quelque chose que je fais dans le cadre de cet accompagnement. Maintenant, il faut Oui. bien comprendre, et c'est ce que je dis à toutes les personnes en burn-out, que le plus important, ou qui sont justement proches du burn-out, c'est que le plus important pour vous, c'est pas votre dossier juridique. C'est-à-dire que c'est contradictoire, mais moi, je vous donne toujours les conseils sur ce qu'il faut récupérer, les emails qu'il faudrait faire, etc. Mais vous êtes déjà peut-être plus en état de le faire. Mm. Voir vous l'avez pas fait, ou voir c'est pas votre priorité. Votre priorité, ça restera toujours votre santé. Oui. Concrètement, parce qu'il y a plein de salariés qui me disent oui, mais je vais peut-être attendre avant de m'arrêter parce que maintenant que j'ai compris comment récupérer des preuves, je vais récupérer plus de preuves. Mais en fait, si c'est pour mettre 3 ans, enfin, si c'est pour gagner un peu plus d'indemnité, mais mettre 3 ans de plus pour vous en remettre, Oui. et avoir des séquelles à vie, ça vaut pas le coup. Bon, déjà, voilà. Mais si vous êtes en capacité et en mesure de récolter quelques preuves, faites-le le maximum possible. Et mon meilleur conseil, c'est quand vous sentez que vous en pouvez plus, mettez-vous en arrêt, Mm. concrètement. Mm. Mm. Ensuite, entamer des démarches, soit pour négocier votre départ, si c'est irrémédiable, soit pour faire une alerte formelle auprès de votre employeur, si vous pensez qu'il pourra prendre des mesures et que la situation peut s'arranger et que vous pourrez revenir à l'emploi, parce que il y a tout ce temps que moi je vois pas forcément parce que j'ai un prisme plus dans le conflit conflictuel, mais avec les personnes en burn-out, il y a quand même pas mal de personnes qui arrivent à reprendre l'emploi Oui. s'ils sont pas dans le début dans un conflit et que c'est Oui. plutôt voilà il y a des problèmes d'organisation mais que c'est réglable, qui partent en arrêt, qui se soignent, qui sont accompagnés par exemple par des coachs comme toi et Oui. qui derrière s'il y a un dialogue constructif avec l'employeur et le médecin du travail c'est possible de revenir. Oui, on peut En tout aménager cas des postes, ça se voit. oui, ça se voit, ça se fait. Mais en tout cas, moi, mes conseils, c'est que tant qu'on n'est pas dehors de l'entreprise, essayez de récupérer tous les éléments possibles sans user sa santé, puisque Oui. une fois qu'on sera en arrêt, potentiellement, on peut perdre les accès. Et si on est licencié, parce que quand on commence à se plaindre, enfin, ça peut arriver que les personnes en burn-out se fassent licencier de manière un peu sauvage, parce que souvent, c'est les personnes qui vont craquer, être peut-être moins performants à ce moment-là, ou commencer justement à dire, ben non, j'en veux plus. Et en fait, quand on a habitué son employeur, son manager, son responsable, son directeur à en faire toujours plus, le jour où on dira non, Oui. ben, ça va commencer à poser problème. Et le fait de se faire licencier très rapidement, ça peut arriver. Hein. Et quand on est licencié, souvent nos accès sont coupés pour pas qu'on puisse récupérer des pièces. Donc c'est pour ça que mon conseil, c'est de récupérer le maximum d'éléments, donc les éléments déjà existants, et pour le reste, essayer de créer des preuves avec des petits mails subtils, en sachant qu'il faut toujours doser, parce que si vous alertez, enfin, s'ils se rendent compte que vous êtes en train de créer des preuves, ils vont soit se méfier, soit Oui. prendre des mesures de représailles. Donc il faut toujours doser, c'est un petit peu le. Mm. Et ensuite, une fois qu'on a assez d'éléments, faire une alerte officielle, Oui. type harcèlement, et Oui. pendant l'enquête, si ou avant même, si on en ressent le besoin, dès qu'on en ressent le besoin, se mettre en arrêt, déclencher ses droits. Voilà mes Oui. conseils pour la phase en amont et faites-vous accompagner donc et aider que ce soit par un avocat mais ça peut être aussi par des élus du comité social économique enfin essayez de vous faire accompagner parce que c'est dur d'y voir clair tout seul et voilà moi je Oui. même si vous avez des connaissances juridiques et moi j'ai énormément de clients qui sont responsables aux ressources humaines ou même juristes en droit social euh, D'accord. Mais malgré tout, l'accom- qu'on a besoin d'un accompagnement. ah oui clairement c'est pas le la valeur ajoutée d'un accompagnement, c'est pas que les connaissances juridiques, oui, il y en a et ça aide, mais Oui. c'est surtout, et pour moi, c'est avant tout ça, c'est le fait d'avoir, ou déjà d'avoir quelqu'un qui vous aide à accomplir vos objectifs, qui va vous aider aussi à y voir clair, mais au-delà d'accomplir ces objectifs, c'est aussi d'avoir un regard de vue et un regard extérieur. Par exemple, sur l'email, sur ce qu'il faut envoyer, quel type de preuve, parce que j'ai remarqué que les personnes en difficulté, c'est normal, quand on est à ce moment de souffrance, on a tendance à, par exemple, se perdre sur des détails qui ne sont pas forcément importants, qui ne sont pas plus utiles pour la suite. Et avoir quelqu'un qui dit non mais là l'important c'est de faire ça, on fait d'abord ça, 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 ça. Ou même des fois, ça m'arrive de dire à un salarié, mais arrêtez-vous. Votre médecin Oui. vous le dit, votre psychiatre vous dit, vous êtes en pleurs au téléphone avec moi, vous n'en pouvez plus. On a récupéré ce qu'on pouvait, arrêtez-vous. Oui. Il est temps, parce que là, vous allez vous mettre en danger. Et la suite, ça peut être soit
soit derrière des séquelles médicales importantes, Oui. ou soit une bêtise au travail, un craquage, un licenciement sauvage, et vous allez vous retrouver au chômage sans pouvoir plus faire grand-chose, parce que la faute vous l'aurez commise, dans un état où vous ne serez pas en état de reprendre le boulot. Donc Oui. arrêtez. Mm. Et voilà. Je sais pas Ah, c'est si important. j'ai Oui. répondu à la question ou si Oui, voilà, complètement. c'était clair. Du coup, l'étape d'après, quand il y a le burn-out, est-ce qu'on va parler reconnaissance? On en est où de la reconnaissance du burn-out? Est-ce que c'est reconnu comme maladie professionnelle? Quel type de reconnaissance on peut espérer si on met en place un contentieux? Alors, globalement, les affections psychologiques ne sont pas dans les tableaux de maladies professionnelles. Ça ne veut pas D'accord. dire que ce ne sont pas des maladies professionnelles. Et c'est ça souvent la confusion que font les médecins. S'ils ne sont pas dans les tableaux professionnels, en fait, il y a des tableaux avec des maladies et pour lesquels on a des critères. Et si ces critères, c'est-à-dire d'exposition au risque, de durée d'exposition au risque, de travaux particuliers à réaliser, par exemple pour les travaux manuels, si on a fait de la enfin, du port de charge de plus de 30 kilos dans tel et tel angle, etc. Si ces conditions sont réunies, l'affection et que le médecin constate une affection, elle est présumée liée au travail à charge pour l'employeur de démontrer le contraire, en gros, dans le cadre, ou pour la caisse, dans le cadre d'une enquête. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir une reconnaissance en maladie professionnelle. Pour les affections psychiques, il n'y a pas de tableau. Mm. Et c'est quelque chose qui est critiqué, mais en même temps, je peux comprendre parce que c'est difficile de fixer des critères sur les affections psychiques. Néanmoins, heureusement, on peut les faire reconnaître en maladie professionnelle. Et donc, moi, j'ai plein de D'accord. salariés qui entament des démarches, et je pense qu'il faut le faire pour maladie professionnelle quand ils ont un burn-out. Alors après, le médecin, il va pas forcément qualifier ça de maladie professionnelle. Il peut pardon, de burn-out. Il va peut-être qualifier ça de dépression, d'anxiété réactionnelle ou de stress post-traumatique. Mais ça, c'est des qualifications médicales. Ce qui compte quand on a un burn-out, c'est que cette affection le médecin en fait coche la case liée au travail, ce qui va permettre de faire des démarches de reconnaissance de maladie professionnelle. C'est Auprès de intéressant l'assurance maladie? auprès de l'assurance maladie. Donc la première étape, c'est d'obtenir un certificat médical pour maladie professionnelle, et ensuite on fait les démarches de reconnaissance par une déclaration de maladie professionnelle. Derrière, la reconnaissance va pas être automatique. Il va y avoir une enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, et si la caisse considère qu'il y a un lien manifeste avec le travail et un taux d'incapacité prévisible de 25% ou plus. C'est-à-dire que même s'il y a un lien avec le travail, mais qu'il n'y a pas une incapacité prévisible de ce niveau-là, il n'y aura pas de reconnaissance de maladie professionnelle. Si ces conditions sont réunies, elle va transmettre le dossier à un comité de médecins qu'on appelle dans le jargon le C2RMP, qui va en gros donner un avis sur lequel va se fonder la caisse pour dire s'il y a une non-reconnaissance de maladie professionnelle. Cette procédure, elle est longue, elle est fastidieuse, elle n'aboutit pas toujours. Pourtant, D'accord. et même fréquemment, elle aboutit pas. Dans la plupart des dossiers, elle va pas aboutir. Elle va aboutir quand le dossier est bien préparé, une fois sur deux, Et au voire bout de combien de temps? au bout, au moins 6 mois, je dirais en moyenne. D'accord, ok. Entre au moins 6 mois entre la préparation de tout ça, enfin entre la préparation du dossier et la déclaration de maladie professionnelle et derrière tout simplement la décision de la caisse. Sans compter qu'il pourrait avoir des recours. Donc c'est long. Ouais. Mais il faut le faire parce que ça ne coûte rien déjà. Enfin, ensuite, euh, ça pourra vous donner que des droits en plus globalement, c'est-à-dire des indemnités majorées, potentiellement plus de droits à prévoyance. D'accord. Donc peut-être qu'on en parlera. C'est important pour maintenir son niveau de vie pendant l'arrêt de travail et potentiellement un taux d'incapacité, c'est-à-dire une rente à vie plus favorable à l'issue de votre arrêt si jamais vous avez des séquelles malheureusement et un recours en faute inexcusable si vous avez des séquelles importantes à faire indemniser et qui sont liées à une faute de l'employeur. Donc, D'accord. ce qu'il faut résumer, c'est que ça améliore vos droits, ça ne coûte rien, ça prend du temps. C'est Ouais. aléatoire, mais à mon sens, il faut le faire. Le seul cas où je pense qu'il faut pas le faire, c'est si le refus vous mettrait dans un état tel que ça vous rendra encore plus malade, puisque le refus est prévisible, même bien préparé. Mais ça vous donne plus de droits, ça donne plus d'impact si vous avez si vous voulez négocier votre départ aussi. Enfin, il y a vraiment plein d'avantages à le faire.
Et en plus, il y aura une enquête de la caisse primaire qui va adresser un questionnaire à votre employeur et à vous, et ça vous permettra aussi d'avoir plus de preuves, si vous n'en y avait pas auparavant, de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé pendant votre tout simplement sur les difficultés que vous avez rencontrées au travail. Euh, d'un point de vue purement de justice, on va dire, même si c'est pas reconnu. En tout cas, sachez que cette démarche, l'employeur derrière, il va devoir y répondre, il va devoir rendre des comptes et que ça peut faire changer les pratiques. Donc voilà, je pense que c'est primordial de faire des demandes de maladie professionnelle et c'est ce qui est le plus adapté dans le burn-out. Il y a un autre cas qui est plus épisode, enfin qui sera vraiment ponctuel, c'est la déclaration d'un accident du travail. Donc là, une maladie, c'est une affection de longue durée. Un accident, c'est un événement soudain. Et D'accord. c'est un accident lié au travail, donc c'est un événement soudain qui cause une lésion et qui est lié au travail. Mais les personnes en burn-out peuvent avoir des accidents justement dans le cadre de leur travail quand on est dans un cadre conflictuel. Moi, je pense notamment aux entretiens professionnels houleux et aux personnes qui vont sortir en pleurs. Il faut savoir qu'un choc psychologique, c'est un D'accord. accident du travail, ça peut être reconnu. Et là, la reconnaissance est quand même beaucoup plus facile, puisque il y a une présomption quand un accident a lieu au temps et au lieu du travail, il y a une présomption qu'il est lié au travail. Donc là, c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'est pas lié au travail. Euh, D'accord. voilà. Donc Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'employés qui vont décompenser sur le lieu du travail. Du coup, ils peuvent faire valoir exactement, ça, notamment s'ils sont évacués par les secours. J'imagine que ça fait exactement. encore un point en plus. Ouais, S'il y a un syndicat médical établi le jour même, que la personne est évacuée par les secours et qu'il y a une information immédiate de l'employeur, le taux de reconnaissance pas très loin des 90% globalement. d'accord. Donc c'est d'un accident de travail. Si on utilise les bons termes, voilà, il faut juste bien le faire. Mais et donc choc psychologique, par exemple, c'est souvent le terme consacré. Mais c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on le sait pas, mais se faire crier dessus et finir en pleurs et que ça soit le déclencheur après derrière de l'arrêt maladie de longue durée, ben, c'est un accident du travail. Donc C'est bien de l'entendre parce que les gens vont pas forcément oser porter plainte ou juste se faire arrêter en disant bah c'est comme ça, mon chef est comme ça. Non, 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 légalement, c'est pas OK. C'est ce que tu dis. non, ça peut être un accident du travail. Après, ce qui compte, en fait, pour que ça soit un accident du travail, il y a deux facteurs. C'est qu'il faut un accident, donc un événement soudain, et que ça cause une lésion et que ça soit lié au travail. C'est-à-dire que on peut avoir un accident du travail même s'il n'y a pas de faute de l'employeur en tant que tel. D'accord. Euh, un client qui vous crie dessus, vous effondrez en pleurs. Si l'employeur a mis en place des dispositifs de sécurité, enfin, il n'a pas nécessairement de faute dans la survenance de l'accident, Oui, mais d'accord. ça reste quand même un accident du travail. Et les salariés pensent souvent à faire un certificat médical pour accident du travail, à faire une déclaration d'accident du travail, enfin, à informer leur employeur, parce que l'employeur qui fait la déclaration. Quand il y a un accident physique, un dos bloqué, une blessure quelconque, mais ils pensent pas forcément aux blessures psychiques, mais ça marche aussi. Et c'est la même définition. Un D'accord. accident, c'est un événement soudain, alors qu'une maladie, c'est une affection de longue durée. Donc, les personnes en burn-out, non, ils vont plutôt aller vers la maladie professionnelle. Oui, Il n'empêche que s'ils ont, quand ils sont, que s'ils ont un accident quand ils sont en poste, il faut le déclarer. Maintenant, l'accident, c'est beaucoup plus favorable dans le régime de la reconnaissance, mais ce qui est important, c'est vraiment l'information rapide. oui. Autant dans la maladie professionnelle, on peut prendre le temps, même si on a été d'abord arrêté par une maladie simple, de retourner voir un médecin, de voir un psychiatre, de faire des certificats de maladie professionnelle et prendre le temps de faire toutes ces démarches. Globalement, en accident du travail, si vous faites pas le certificat rapidement, et moi je conseille vraiment le jour même, Oui, à prendre un service d'urgence, un service de oui. téléconsulte, enfin n'importe quoi, mais euh, et si vous informez pas rapidement, ça va être très difficile. Globalement, si vous informez une semaine, 2 semaines après la survenance de l'accident, le taux de reconnaissance chute drastiquement. Et moi, Ouais, ce je que je vois. conseille à mes clients, c'est jour même. Oui. Jour même, certificat, information employeur. Sans forcément faire des tonnes, parce que Quand tu justement, il dis faut... certificat, c'est un arrêt maladie ou c'est autre Oui, chose? D'accord. en fait, OK. l'arrêt maladie, quand on va voir le médecin, quand on est arrêté soit pour maladie non professionnelle, ou soit pour motif professionnel. Les motifs professionnels, il y en a deux ordres, les maladies professionnelles ou les accidents Oui. du travail. D'accord. Alors encore une fois, pour faire preuve de pédagogie et expliquer à son médecin que on a eu un choc psychologique et que c'est un accident du travail. Oui. Euh, euh, donc là, deux solutions. Moi, ce que je fais, c'est que soit quand j'apprends que mes clients ils leur arrivé cette situation, je leur fais un petit courrier
pour leur expliquer en fait les règles qui leur permettent de montrer à leur médecin Oui, et les rassurer si jamais ils ont des doutes sur cette possibilité, parce qu'ils ne savent pas forcément. Ou sinon, il faut trouver un médecin qui est sensibilisé à ces questions de souffrance au travail. Euh, voilà. Mais pour peu que vous ayez le certificat le jour même, que vous l'adressez le jour même à votre employeur, vous n'attendez pas le délai des 48 heures, vous, euh, vous n'êtes même pas obligé de donner plus de détails, parce qu'il faut, après il y aura une enquête, mais vous pouvez vous dire tout simplement, suite à l'entretien de ce jour, j'ai été effondré en pleurs. Je me suis effondré en pleurs. Mon médecin a constaté un accident du travail, a constaté que j'avais les séquelles d'un accident du travail. Vous trouverez oui, 6 juin mon arrêt. oui, d'accord. Et après c'est réglé. Bon, il y aura une enquête de la caisse, parce que un employeur va systématiquement, quasiment systématiquement contester la nature d'accident du travail euh, en faisant une lettre de réserve, un courrier de réserve pour un accident du travail Mm. lié à un événement, à un tel événement. Mais c'est pas parce qu'il y a c'est limite, enfin, c'est quelque chose de bien, donc il y a une enquête. Et Oui, après, il y aura une décision, sauf que là, vous avez la présomption en votre sens. Donc voilà, c'est mes conseils pour ce qui est de la déclaration de maladie professionnelle. Il y a un réflexe à avoir. Bon voilà, si je suis long, on attendra, mais il il n'y y a a un pas de réflexe problème. Je à fais des avoir. vidéos longues, les gens ont l'habitude. Ok, parfait. Parce que pour moi, il y a un réflexe qui est aussi très important à ce stade-là, quand on va s'arrêter, c'est de regarder deux choses. Enfin, tous vos contrats d'assurance et d'abord, regardez s'il y a une prévoyance au niveau de l'entreprise, si vous avez des contrats d'assurance qui prévoient une prévoyance personnelle, qui pourrait, si vous avez un contrat personnel, vous pouvez avoir avec les contrats bancaires, puisque selon votre ancienneté, vous allez avoir, et selon votre convention collective, un maintien de salaire plus ou moins long, mais qui va être dégressif dans le temps. Mais ensuite, vous allez percevoir uniquement les indemnités journalières de sécurité sociale quand vous serez en arrêt. Et donc, vous allez perdre en moyenne la moitié de vos revenus. Hein. Donc, c'est quelque Oui, chose qui n'est pas forcément facile. Donc, la prévoyance est là pour prendre le relais. Donc, regardez si vous en avez une avant de vous mettre en arrêt, parce que ça va impacter aussi votre stratégie et puis vous permettre tout simplement d'anticiper comment vous allez vivre pendant cette période-là. mm, Et il y a quelque chose aussi qui est moins souvent regardé, mais il faut pas oublier que si vous avez acheté, vous avez un crédit à la consommation, ou si vous avez acheté un bien immobilier, il y a de grandes chances que vous ayez souscrit une assurance. Et oui, certaines assurances prévoient que si vous êtes en arrêt maladie ou en arrêt maladie pour motif professionnel, elles peuvent prévoir le paiement de vos échéances de prêt pendant votre arrêt maladie, ce qui peut vraiment maintenir votre niveau de vie. Toutes les ouais, c'est assurances ne le super prévoient pas, hein, intéressant ça. mais il D'accord. faut le regarder. Faites le tour de vos assurances, et puis vous regardez aussi si vous avez une assurance protection juridique, qui vous permettrait de payer une partie du coût de votre avocat, si vous prenez un avocat, ou regardez votre mutuelle pour regarder si, pour les soins médicaux. Probablement que si vous êtes dans cet état, vous serez peut-être pas en état de faire tout ça, mais faites-vous aider. Si vous n'avez pas un avocat, faites-vous aider par un proche, un membre de votre famille. Montrez-lui cette vidéo et qui C'est vous aide ça. à regarder tous ces éléments, parce que vous allez avoir la problématique de preuve si vous voulez obtenir des reconnaissances ou une annulation auprès de votre employeur. Et vous allez aussi avoir la problématique de maintenir votre niveau de vie pendant l'arrêt. Et ensuite, vous allez avoir la problématique de comment je sors de cette situation. Et Bah justement, ce sera ma prochaine question. Comment on eh sort de ben, cette situation? Qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir avec ton accompagnement? Est-ce que ça va être des indemnités de départ? Est-ce que ça va être négocier la sortie de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, un peu tout ça. C'est-à-dire que, bon, comme on l'a dit, la situation idéale, c'est le retour dans l'entreprise, l'aménagement de poste, mais ça sous-entend que les relations soient bonnes. Et ça arrive. On peut avoir euh, des salariés en burn-out, qui ont aucun problème avec leur employeur, c'est juste une question sur l'organisation et on peut avoir une apnée. Ça existe. Moi, je le vois pas souvent parce qu'on ne me fait pas rêver à la moi C'est pas dans ceux ce que tu type de vois. temps. Moi, j'en vois. Pour Voilà. rassurer ceux qui nous écoutent, dans des coachings, j'en vois. Et Des ben, personnes qui c'est aiment leur travail, qui se retrouvent en surcharge, ou alors il y a une évolution du management, de la composition de l'équipe qu'on fait, qui se sont retrouvés ponctuellement débordés. On travaille sur le burn-out, on travaille sur l'énergie et on peut revenir dans l'entreprise en renégociant l'organisation. Donc ça peut se voir. Donc ça, ça c'est l'idéal. Et effectivement, moi aussi, j'ai souvent les personnes arrivent souvent, me contactent souvent après un changement de management, mais c'est un changement de de manager et un manager toxique qui arrive, Oui. et plutôt harceleur généralement. Euh,
bon, mettons que, on va dire que on est dans le conflit. Moi, ce que je conseille aux personnes en burn-out, c'est pas de se précipiter à rompre leur contrat de travail. Très souvent, elles veulent rompre leur contrat de travail très vite pour plus avoir de lien avec l'entreprise. Mais il faut pas oublier que globalement, bon, il y a des dispositifs de portabilité, etc. Mais on va dire pour résumer que vous allez perdre peut-être certains droits à prévoyance, vous allez perdre potentiellement vos droits mutuels. Alors, je sais qu'il y a un délai, mais à terme, vous allez être indemnisé au chômage, donc vous allez perdre en revenus. Le chômage, c'est pas infini, il y aura une date limite, les arrêts non plus. Mais disons que vous rapprochez l'échéance, donc vous avez intérêt à être. Moi, je vous conseille d'envisager la rupture du contrat quand vous sentez que vous n'êtes pas très loin, quand quelques mois, quand vous sentez plutôt que vos accompagnants, parce que là vraiment, il faut absolument que vous être suivi au moins par un psychiatre Oui, à ce niveau-là. oui. Euh, Quand vous allez, pour moi, il faut aller vers la rupture du contrat quand on va aller vers la reprise dans une nouvelle entreprise. Mm. Globalement, ou parce que la souffrance est liée vraiment à un contexte de l'entreprise en général, mais qu'on a encore la capacité de reprendre un emploi assez rapidement. En tout cas, quand on va vouloir aller vers la rupture de son contrat, il y a deux solutions. Soit en gros, soit on va négocier son départ, soit on va essayer de contraindre l'employeur d'avoir son départ. Quand on va négocier son départ, on va négocier une rupture, par exemple une rupture conventionnelle et des indemnités en plus selon notre préjudice. Le montant de ces indemnités, je peux pas vous dire ce que ça sera. En fait, ça va dépendre des griefs que vous avez contre votre employeur. En gros, ça va dépendre des fautes de votre employeur, de votre ancienneté, de votre salaire de référence. Et ce qui va peser, c'est pas que votre souffrance. Et malheureusement, en France, c'est très peu votre souffrance. Euh, c'est plutôt quel type de grief vous avez et en gros un employeur il va négocier avec vous des indemnités avantageuses pour deux raisons, soit parce qu'il a un risque de contentieux Oui, et qu'il pense prendre avoir une condamnation plus importante au prud'homme ou un risque d'image s'il y a un contentieux ou parce qu'il veut récupérer votre poste globalement et passer à autre chose. oui, Typiquement, moi j'ai souvent des négociations qui aboutissent de manière, enfin, qui sont très généreuses parce que l'entreprise est en train d'être vendue ou va fusionner et en fait, comme il y a un contentieux latent, il y a des provisions comptables de ce risque et en fait ça peut faire capoter une vente. C'est triste, hein, ah ouais, c'est purement ouais, technique, du enfin c'est coup, ça devient purement prioritaire. mais et donc là, ça peut jouer. Donc en gros, voilà, le montant que vous allez négocier, ça va être en fonction du risque. Si vous ne mettez pas d'accord avec votre employeur euh, sur un départ, il y a trois solutions. En gros, mais là, vraiment, faites-vous accompagner. Pour le coup, autant négocier tout seul, moi je trouve ça compliqué, mais c'est possible. Autant après, saisir un conseil de prud'homme en résiliation judiciaire du contrat de travail tout seul, je le conseille pas. Faites-le au moins avec un syndicat. Mais donc là, c'est possible de demander au conseil de prud'homme de rompre son contrat en raison des torts qu'on impute à l'employeur. Mais dans la pratique, c'est pas un truc qui est très usité parce que tant que le prud'homme pas pris de décision, on est lié à l'entreprise et donc ça peut durer des années. Donc ça, c'est plutôt Oui, un outil qu'on va utiliser pour faire pression dans le cadre de négociation, mais globalement, on va partir avant cette décision. Ce qui est le plus utilisé, ça va être globalement soit la prise d'acte de la rupture, donc c'est on rompt dans son contrat en raison des torts c'est comme une démission, mais en raison des torts qu'on a avec l'employeur. Mais c'est un outil très d'accord. risqué parce qui nous permet de saisir le conseil de prud'homme pour demander l'indemnisation de ses préjudices. Mais tant qu'il n'y a pas de décision, en théorie, on touche pas le chômage Ah ouais. et on peut même être redevable d'indemnité envers l'entreprise si on a tort. Donc ça, c'est un outil très utile quand on a retrouvé un poste et qu'on doit partir très rapidement, mais que Mm. vraiment, pour le coup, c'est à faire avec un professionnel. Ce Ouais, qui est en réalité le plus courant, c'est soit vous allez négocier votre départ, ou soit vous allez sortir sur inaptitude, globalement, ensuite négocier votre départ. Quand je dis sortir sur inaptitude, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en état de reprendre dans l'entreprise, au bout d'un moment, vos droits à assurance maladie vont s'arrêter, ou même vous allez mettre fin à l'arrêt parce que vous allez vouloir partir de l'entreprise, vous allez être convoqué par le médecin du travail, et
il va juger si vous êtes apte ou non à reprendre l'entreprise et si vous êtes complètement cassé par un contexte de harcèlement moral, de souffrance, soit que le médecin constate que vous êtes incapable de reprendre l'entreprise, il va vous déclarer inapte à votre poste, ce qui va entraîner votre licenciement D'accord. pour inattitude. Donc ça sera un licenciement particulier, c'est-à-dire que c'est pas un licenciement pour faute grave, ça va quand même vous donner des droits qui sont plus ou moins importants selon que l'inaptitude est liée ou non au travail. Et cette qualification va dépendre justement de vos démarches et de l'aboutissement de vos démarches ou non en maladie professionnelle. En gros, ça va vous donner à peu près une attitude, les mêmes droits qu'une rupture conventionnelle de base, sans les indemnités en plus. Et si c'est lié au travail, ça va être voilà pour résumer et pour vraiment être juste dans la vulgarisation. D'accord. Et derrière, une fois que vous serez sorti de l'entreprise, vous allez pouvoir ou négocier une indemnisation ou aller au prud'homme en disant que votre inaptitude a été causée par les torts de votre employeur. Et donc là, vous allez pouvoir espérer une indemnisation qui sera en fonction, comme je vous ai dit, des fautes de l'employeur, du préjudice, de votre ancienneté, et de votre salaire. Et donc ça peut être variable, hein. Il y a des dossiers où vous pouvez avoir 5 000 euros, des dossiers plusieurs centaines de milliers d'euros, ça dépend vraiment. Je regrette de ne Voilà. pas t'avoir connu. Moi, j'ai rien négocié. Je pensais pas que je pouvais négocier quelque chose. En fait, une fois qu'on sort de l'entreprise, enfin, soit on se met d'accord avant dans le cas d'une négociation, et là on tranche sur le montant, soit on sort sur une attitude, globalement, même si vous avez évoqué les autres griefs, les autres dispositifs pour être exhaustifs, mais ils sont quand même rarement utilisés, et pas seul, moi je ne conseille pas seul. Ouais. Souvent, la personne en burn-out, elle va soit avoir négocié son départ, soit sortir sur une attitude, euh, et si elle est sortie sur une attitude, si l'attitude est causée par une faute de l'employeur, elle peut très bien aller au prud'homme. Et enfin, c'est même conseillé d'aller au prud'homme. Après, il faut évaluer son dossier et ce qu'on peut espérer. T'accompagnes Mais aussi sur les prud'hommes? Tu le conseilles? oui, 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 bien sûr. Moi, j'essaie de négocier le plus possible. Enfin, même si j'accompagne par exemple après l'inaptitude, je vais encore essayer une phase de négociation parce que les prud'hommes, c'est long, ça coûte de l'argent, parce que c'est des procédures avec beaucoup d'audience, avec beaucoup de travail, et donc forcément, vous allez avoir des coûts d'avocat assez importants, mais qui peuvent être largement rentabilisés par ce que vous pouvez espérer, parce qu'un avocat sérieux ne prendra pas votre dossier si alors, il ne pourra pas vous garantir que vous allez gagner, ça il peut jamais le savoir à 100%, mais si vous n'avez pas un dossier solide ou si vous pouvez pas avoir des dommages et intérêts importants, il ne prendra pas votre dossier. Mais dans tous les cas, c'est quand même long, ça peut être coûteux, donc moi je privilégie toujours la négociation. Maintenant, on peut pas bien négocier si on n'est pas prêt à aller au prud'homme, parce Ouais. que finalement l'employeur, ce qui va le convaincre au final, c'est le risque contentieux. Donc globalement, trois quarts de mes dossiers, c'est des dossiers de négociation, et un quart, c'est des dossiers contentieux, parce que je D'accord. privilégie vraiment la voie de la négociation. Et même dans le cas d'un contentieux, j'essaie de revenir à la charge et de négocier. Et si possible, de pas faire traîner le dossier, parce que on n'a pas eu de prud'homme, et après on peut avoir un appel, enfin, voilà, ça peut être long. Mm. Mais il faut être prêt à aller au prud'homme pour défendre ses droits. C'est ça qui permet de négocier un bon accord. Et puis si on va en prud'homme, il faut y aller pour de bonnes raisons. Et oui, bien sûr, j'accompagne mes clients au prud'homme, mais je privilégie toujours la voie de la négociation. Et c'est ce que je mets avant, c'est ce que je mets en avant. En gros, les dossiers dans lesquels je vais aller au prud'homme, c'est les dossiers la plupart des temps où j'ai géré la négociation avant. Et puis de toute façon, si on me mandate quand la personne est déjà sortie sur une attitude, Ouais. je vais toujours faire une première phase où je vais essayer de négocier une indemnisation, une transaction, un accord Mhm. amiable, et puis si on n'y arrive pas, oui, là, j'ai retenu. D'accord. Faut compter combien de temps en moyenne pour négocier une sortie d'entreprise? Alors, c'est très variable, parce que c'est très variable, je vais te donner des moyennes, mais c'est vraiment très, très variable, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de négocier des sorties en un mois, parce que l'employeur veut vraiment récupérer le poste. Ouais. Maintenant, quand on n'est pas dans ce contexte-là, qu'on est dans un contexte de création d'un dossier entre guillemets, c'est-à-dire que je vous accompagne encore dans l'entreprise, on récupère vos éléments de preuve, vous sortez, vous mettez en arrêt, vous faites des démarches maladie professionnelles, on commence à négocier, enfin vous sentez apte à reprendre ensuite plus tard un emploi, enfin, en tout cas vous voulez négocier votre départ, vous me dites non mais là maintenant je veux négocier le départ parce que moi je me plie aussi à ce qu'on veut. Mm. J'entame une démarche de négociation. Euh, Là, je dirais qu'en moyenne, c'est entre 3 et 6 mois, à peu près. D'accord.
Mais encore une fois, c'est une moyenne, ça dépendra des personnes. Si une personne a besoin de rester un an en arrêt, ben, on mettra tout ça de côté et on prendra une négociation plus tard. Oui. C'est possible aussi. Mais quand la personne est activement depuis le début en recherche de négociation parce que j'ai aussi des personnes qui sont en souffrance, mais qui sont arrêtées quand même à temps et qui sont pas en état de reprendre l'entreprise, mais qui arriveront à reprendre un travail assez rapidement. Et là, oui, on va Bah, dire la que 3 et vraie 6 mois. question qu'on se pose, nous, du côté médical, c'est est-ce qu'il y a des compensations ou pas. À partir du moment où la personne a décompensé, s'est effondrée, on parle de mois. Mais si la personne est arrivée dans sa phase de stress chronique avant vraiment de s'effondrer, ça peut prendre beaucoup moins de temps. Ouais. Donc voilà, ça dépend. Mais je pense qu'une négociation, c'est entre 3 et 6 mois en moyenne. Maintenant, il y a pas de règle Oui, parce que il faut avoir un accord. Après, quand on prépare bien ses éléments et qu'on est raisonnable, qu'on n'a pas des attentes disproportionnées et qu'on est dans un dialogue, on arrive quand même assez souvent à négocier. C'est dans l'intérêt de tout le monde oui. de trouver une sortie par le haut après une situation conflictuelle. Et si on passe au prud'homme, ça fait quoi comme délai? Ah, c'est pas les mêmes. Un an et demi, en moyenne. D'accord. C'est une moyenne, hein. Il y a des prud'hommes qui sont très rapides, qui vont faire en un an et d'autres en 3 ans. La Mhm. moyenne, c'est un an et demi. Après, il Ok. peut y avoir une négociation pendant le prud'homme. Moi, ça m'arrive très souvent. Parce que souvent, l'employeur n'a pas vos éléments de preuve avant le prud'homme. Donc, quand vous avez saisi le prud'homme, il va recevoir vos éléments de preuve. Et donc là, et surtout, il va souvent nommer un avocat. Parce que avant, il n'a pas forcément nommé un avocat. Et c'est très dur de se protéger quand il n'y a pas un avocat en face. Alors que dès qu'il y a un avocat, il y a un tiers qui est moins impacté émotionnellement. Souvent, bah, l'avocat de l'employeur, il va temporiser, il va dire, écoutez, il y a quand même des éléments, ça serait bien d'avoir une démarche amiable. Donc, souvent, le prud'homme est le début d'un accord, permet ensuite d'avoir un accord amiable. Moi, sur mes prud'hommes D'accord. engagés, je pense que sur 10 prud'hommes engagés, on va dire en moyenne, il y en a deux où il n'y a pas du tout de proposition amiable, et il y en a D'accord. trois où on tombera pas d'accord, et cinq où on tombera d'accord à un moment ou à un autre. D'accord. Ok. Ouais, c'est plutôt Voilà. encourageant. Alors, j'ai une question pratico-pratique de la communauté, mais c'est vrai que ça se présente souvent. Qu'est-ce qu'on fait quand on est convoqué par l'entreprise pour négocier son départ alors qu'on est en arrêt maladie? Est-ce qu'ils ont le droit de nous convoquer? Est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on y va seul, accompagné? C'est quoi le cadre juridique là? Alors, il y a plusieurs différences. Il y a pour les entretiens ou pour un entretien préalable au licenciement ou ce genre de choses. Euh, pour les entretiens, vous pouvez y aller ou ne pas y aller, mais moi, je recommande plutôt de pas y aller. C'est quelque chose mais c'est vraiment du cas par cas. Je réfléchis à chaque fois. Moi, je recommande plutôt de pas y aller. Parce que, un, vous mettez en danger, je pense, médicalement. Deux, parce que ça peut vraiment vous recréer un stress, et c'est quand même très, très violent, souvent, quand vous êtes parti trouver, c'est qu'il y a des raisons. Et deuxièmement, juste dans le cas d'un dossier, je trouve qu'une personne qui est pas en état de travailler, qui est, moi, désolé, enfin, montrer qu'on est en état d'affronter un entretien, alors que ce sont, on n'est même pas en plus, Hmm. moi, je trouve que ça affaiblit un peu le dossier et surtout la négociation. En pratique, les entreprises le demandent rarement. Enfin, en tout cas, moi, dans mes dossiers, quand on passe par avocat et qu'on négocie par avocat à un départ, le salarié revient jamais dans l'entreprise. Ou alors pour D'accord. passer une visite médicale auprès du médecin du travail, mais c'est à peu près tout, hein. Hmm. Donc moi, je ne le recommande pas forcément. Maintenant, c'est du cas par cas. Euh, un cas où ça pourrait être utile, c'est par exemple dans un cas où on veut faire une confrontation et par exemple, je pense en médiation. Alors moi, j'en fais très peu, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si on veut faire une médiation entre un harcelé et un harceleur, par exemple, si on juge que c'est opportun, mais je sais que ça se fait, ça peut être intéressant de revenir dans l'entreprise pour faire une telle confrontation. Maintenant, Et là, tu accompagnes la personne. alors ça dépend de la situation. Dans les entretiens officiels avec l'employeur, par exemple l'entretien préalable, un salarié ne peut pas accompagner. Ça va être un représentant du personnel. Maintenant, pour D'accord. être clair, moi, pour l'instant, je n'ai jamais
voilà, je n'ai jamais conseillé à un salarié de revenir à un entretien alors qu'il est en arrêt maladie en raison de ses conditions de travail. Peut-être qu'un jour je le ferai, c'est pour ça que je prends ces précautions oratoires, mais j'ai du mal à vous conseiller, enfin à conseiller de manière pratique quelque chose que pour l'instant j'ai jamais conseillé. Et Donc légalement, l'entreprise a le droit de convoquer si on est en arrêt? même pour les entretiens préalables, par exemple pour le licenciement, faut savoir que si on a un arrêt, ça n'arrêtera pas la procédure de licenciement. D'accord. Ça n'arrêtera pas la procédure de licenciement et même si ça peut paraître injuste, après ça se comprend en pratique parce qu'en fait, sinon, dès qu'on a un entretien préalable au licenciement, on pourrait se mettre en arrêt, ça ferait échec au licenciement. Donc, en pratique, oui, l'employeur a le droit de vous convoquer à un entretien préalable quand vous êtes en arrêt. Maintenant, un entretien de négociation sur place, enfin moi je le vois jamais. Enfin, je l'ai jamais vu. C'est opportun pour personne. Enfin, voilà, c'est à mon sens. Alors moi, j'y C'est suis allée. J'ai fait ça comme une fleur avec un représentant du syndicat. D'accord. Et le représentant Et tu du l'as vécu syndicat, comment? bah en fait, le représentant du syndicat, alors je ne sais pas si c'était juste ou pas, m'avait dit, ils peuvent pas te convoquer, mais toi, tu peux proposer un entretien. Du coup, j'avais proposé un entretien dans un lieu externe à l'entreprise pour négocier une rupture conventionnelle et j'avais été accompagnée par le représentant du syndicat. Et on avait négocié la rupture conventionnelle, mais juste ça parce que je savais pas que je pouvais négocier des indemnités dans un lieu tiers qui n'était pas l'entreprise. Alors, ce qui est certain, c'est que l'entreprise ne peut pas vous imposer quoi que ce soit. Déjà parce que une négociation, il faut un accord réciproque. Donc, on peut pas imposer des modalités. Mm. Moi, j'avais compris la question plutôt dans le sens, est-ce que c'est pertinent? Oui, Et je pense qu'il y a des cas où ça doit l'être, mais moi, en pratique, c'est pas du tout. Enfin, pour l'instant, moi, je n'ai jamais conseillé. Peut-être que je le ouais. ferai un jour. Ça, je me laisse cette possibilité, mais Mm. j'ai jamais conseillé. Mais peut-être que je le ferai un jour. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ton retour sur ce point-là. Pour ceux qui ont négocié une rupture conventionnelle, ce qui est important de savoir, c'est que tout n'est pas fini. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas signé une transaction, c'est-à-dire que si jamais vous avez signé une rupture conventionnelle, donc avec une indemnité au minimum dans un contexte de harcèlement moral et que vous avez des preuves, vous pouvez quand même aller au club et obtenir la nullité de la rupture conventionnelle, ce qui va vous permettre d'obtenir des dommages à intérêt. Et donc, vous pouvez négocier en fait après coup. Et ça m'est D'accord. arrivé, ça m'est arrivé de le conseiller à des clients. Je pense à une cliente par exemple qui avait impérativement besoin de la rupture conventionnelle parce que elle était harcelée dans une entreprise, mais elle avait trouvé un autre emploi derrière. Mm. Ouais. Donc, elle voulait pas, elle voulait sortir sur une rupture conventionnelle, mais il fallait impérativement qu'elle sorte et qu'elle sorte rapidement. Elle n'avait pas le temps de négocier trop. Donc, elle a pris la rupture conventionnelle au minimum. Mhm. L'employeur n'a pas fait signer de transaction, parce que si on signe une transaction, en fait, on peut plus aller au coup d'homme, hein, c'est un accord amiable. Et derrière, D'accord. nous, on a attaqué et on a réussi à négocier. D'accord. En fait, on n'est pas au coup d'homme, d'ailleurs, on a négocié, on a fait une mise en demeure et sinon on serait allé au coup d'homme. Mais donc c'est pas parce qu'on a signé une rupture conventionnelle que tout est fini. Là où c'est fini, c'est si on a un accord amiable, on a signé une rupture conventionnelle et derrière une transaction, c'est-à-dire un accord dans lequel on s'engage en échange de concessions, donc souvent une unité en plus, de ne plus aller en justice pour ce qui s'est Ouais, déroulé d'accord. pendant la Ah, période. j'ai signé un truc, je crois que c'était ça. Je peux pas te souvenir à l'époque, mais j'ai Après, signé un truc, je pense que c'était ça. quand vous êtes dans un contexte comme ça, si vous avez de nombreuses preuves, là, il faut aller voir un avocat pour Oui. juste examiner la validité de cette transaction. Parce qu'une transaction, pour être valable, il y a des conditions strictes, et notamment, il faut qu'il y ait des concessions réciproques. Et si l'employeur fait aucune autre concession que de vous donner le minimum légal, il n'est pas censé vous faire signer une transaction. Euh, la transaction, normalement, elle intervient quand globalement, bon, on a une rupture conventionnelle, et puis derrière, on a négocié 20 000, 30 000 euros en plus d'indemnité, en échange de quoi on ne poursuivra pas l'entreprise et on considère que tout contentieux est soldé. Donc, Ce que tu me disais d'ailleurs quand on avait préparé cet entretien, c'est qu'on peut négocier des éléments pour la reconversion, genre une formation, un accompagnement, ce genre de ah choses. oui, c'est vrai que j'ai parlé en termes financiers, mais tout se négocie. Tout se négocie, c'est-à-dire que, et même ça montre sa bonne foi, c'est qu'on n'est pas obligé de négocier que en financier, on peut négocier en non financier aussi. Oui, Donc moi, ce que je vois couramment, ce qui peut être négocié, ça va en éléments non financiers, ça va être la prise en charge de coaching, par exemple, pour se ouais. remettre de son burn-out, Mm. des prestations d'outplacement pour retrouver un emploi, pour une aide, une reconversion professionnelle, Mm. une formation, ça peut être une lettre de recommandation.
Euh, D'accord. ce qui est toujours plaisant, surtout après quand le départ est conflictuel dans un premier temps. Mm. Euh, voilà, ça peut être la prise en charge d'une partie des frais d'avocat. En fait, Mm. il y a une infinité de possibilités. Et moi, j'aime bien dans les propositions aussi adjoindre ce type de proposition, parce que ça peut aider l'employeur à réfléchir, à dire s'il demande un coaching en burn-out, c'est qu'en fait il est mal et ça peut lui faire comprendre en fait que son organisation est pathogène. Alors Oui. que si on est uniquement sur les éléments financiers, il peut avoir un réflexe de se dire non mais en fait la personne cherche l'argent, elle est pas vraiment mal et Oui. euh, et dès qu'on dans la négociation on va mettre des éléments non financiers, elle- ça peut aider à trouver un accord parce que ça fait prendre conscience à la personne que enfin à l'interlocuteur en face que bah non en fait c'est pas Mm. on n'est pas là dans une démarche de recherche d'argent alors que oui on va quand même demander de l'argent parce que pour se remettre déjà c'est la seule un peu variable d'indemnisation des préjudices hein, c'est Oui. la manière d'indemniser votre préjudice et surtout vous en avez besoin parce que globalement bah, quand vous avez été dans cette situation, vous avez probablement des pertes de revenus, Mm. des frais médicaux qui peuvent pas forcément avoir été pris en charge, vous avez peut-être fait des coachings pour vous remettre, Mm. vous allez peut-être perdre en salaire dans votre nouvelle entreprise, donc euh, moi je conseille quand même toujours de négocier une indemnité en argent, mais rajouter des éléments extra-financiers, ça va être utile pour faire aboutir votre négociation, mais aussi pour vous. Parce que Oui. souvent, tout le monde n'est pas prêt à payer les frais d'un coaching en burn-out Oui. ou psychologue, Mm. alors que ou des prestations de placement, alors que si c'est pris en charge par l'entreprise, on va le faire et ça va vous aider, alors que vous n'aurez pas forcément dépensé cette somme, alors même que ça revient au même, parce que globalement, enfin, Oui. faut être pas vraiment confiant, l'entreprise va compter dans la négociation et va vous indemniser moins en argent quand elle vous donne des éléments non financiers, parce que ça lui coûte de Mm. l'argent. Sauf que bah, si vous recevez l'argent, ça va être beaucoup plus dur pour vous de le sortir, même si ça revient au même que si c'est l'entreprise qui le sort. Enfin, Mm. c'est comme pour prendre en charge une partie de vos frais d'avocat, par exemple. Ça Oui. revient à peu près au même que demander des éléments financiers, puisque dans l'entreprise, globalement, ils vont vous indemniser à peu près, ils vont avoir une enveloppe globale. Mm. Mais vous, ça vous aidera et ça vous permettra derrière je trouve, de faire mieux avancer la négociation. En tout cas, moi, Oui. c'est quelque chose que j'aime faire. C'est utile pour la négociation et pour vous. Mm. Parce que, bah, après, c'est quelque chose voilà, en pratique, j'ai constaté qui était efficace et que je vous Oui. conseille de négocier. OK. Et j'avais une question sur la reprise. Est-ce qu'on parle du burn-out à la prochaine entreprise et surtout comment on fait si la procédure elle est encore en cours? Est-ce qu'on peut le cacher? Est-ce que l'entreprise peut voir, découvrir qu'il y a une procédure en cours? Comment ça se passe? Alors, donc il y a deux questions, dont une où je pourrais pas vraiment vous répondre. C'est vraiment la question de est-ce qu'on en parle ou pas à notre entreprise, c'est une question que je me pose, et je sais que moi, par exemple, parmi les personnes avec qui je suis en relation, il y a une chargée de recrutement avec qui j'aimerais bien discuter de cette question, Mm. puisque moi, j'ai tendance à penser et à constater que globalement, quand on a une affection quelconque, on a quand même de grandes chances d'être discriminé. Oui. Euh, et euh, Moi, personnellement, si je devais faire le choix, je le cacherais, je Mm. pense. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où des entreprises qui sont bienveillantes et qui justement feront gaffe à vous si vous les prévenez? J'imagine que oui, mais c'est vraiment pas tellement de ressort de ma compétence. Ça pourrait vraiment voir avec quelqu'un habitué au recrutement. Mm. Moi, j'ai peur d'avoir ce prisme avocat qui fait que peut-être que je suis en dehors des réalités sur ça, mais moi j'ai tellement de discrimination en retour de congé de maternité, pour des Mm. personnes qui ont des handicaps, etc., que j'aurais tendance à vouloir le cacher. Mm. Maintenant, peut-être que j'ai ce prisme-là, ce biais presque statistique, parce que justement les gens font appel à moi quand ils sont discriminés. Donc, vous dire s'il faut le dire ou pas, je sais pas. Mm. Concrètement, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à pas le faire, mais Oui. parce que la discrimination, c'est une réalité dans cette société. Mm. Maintenant, j'ai aucune expertise pour vous le dire et j'ai fait aucune statistique sur le sujet. Ouais. Mais globalement, mes clients le disent pas. C'est pareil en coaching. Quand on revient dans l'entreprise, on en parle et on aménage le poste, mais quand on change d'entreprise, on évite. On va surtout mettre en avant un bilan de compétences ou une formation pour justifier le temps d'arrêt. Bon, pas là, Mais on c'est parle ton rarement du expertise. burn-out.
Là, c'est ton expertise qui est la plus appropriée. Pour ce qui est, est-ce que l'entreprise peut savoir? En théorie, non. D'accord. Ils vont pas être, seuls sont informés des démarches en maladie professionnelle, les employeurs concernés par cette démarche. Maintenant, globalement, la seule possibilité pour lequel il pourra avoir une information de l'entreprise, c'est que si l'entreprise sur laquelle vous candidatez appelle votre ancienne entreprise, ils vont peut-être leur parler de tout ça. Maintenant, faut pas se leurrer, parce que c'est vrai que cette peur j'ai peur de perdre mon employabilité si je fais une démarche de maladie professionnelle, ben je l'ai assez souvent. Moi, j'étais étonné que intuitivement, je comprenais pas cette peur, et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment présente. Parce que Je l'ai aussi quand j'ai annoncé notre entretien, c'est une question qui est ressortie. ah oui, non, mais moi, je savais pas. Mais je me rends compte au quotidien parce que les clients me la posent et on me la pose sur mes posts LinkedIn. Mais en fait, globalement, faire une démarche de maladie professionnelle, ça coûte rien. Du temps, de l'énergie, ça, c'est évident, mais ça coûte rien. Ça peut renforcer vos droits et ça va pas diminuer votre employabilité. C'est la même chose que souvent on pense que on a peur de l'inaptitude parce qu'on pense que si on est inapte, on ne pourra pas retrouver un poste similaire dans une nouvelle entreprise. Mais en fait, on est inapte à un poste donné dans une entreprise à un moment donné par rapport à une entreprise donnée. Donc, si vous êtes inapte à votre poste de responsable de contrôle de gestion chez Danone, je dis ça au hasard, ou chez n'importe quelle autre entreprise, euh, ça vous empêchera pas d'être responsable du contrôle de gestion chez l'entreprise Y. Bah, tu vois, Euh, je savais pas ça. ah, mais voilà, pareil, c'est un mythe, mais que moi je pensais pas, mais qui en fait est un mythe. Parce qu'en fait, l'inatitude, c'est par un poste donné, une situation donnée, et c'est logique. C'est pas parce que vous avez été harcelé et que si vous avez fait votre inaptitude chez l'entreprise Y Mhm. que vous n'allez pas pouvoir exercer le même poste chez l'entreprise X si le management il est correct. Et en gros, quand vous allez prendre votre nouveau poste, vous allez avoir une visite médicale, et dans la visite médicale, le médecin va juger de votre attitude. Donc, Ouais, d'accord. vous pouvez être inapte dans les deux, mais ça sera pas lié au fait d'avoir fait une inaptitude. Globalement, si, je sais pas, vous faites un poste où vous avez besoin de vos deux mains et vous coupez une main, oui, vous serez inapte pour une nouvelle entreprise. Mais c'est pas lié au fait d'avoir une déclaration d'inaptitude, c'est juste que le médecin vous déclarera pas apte. Et quand même vous n'aurez pas été déclaré inapte, vous serez sorti sur négociation de rupture conventionnelle dans l'entreprise précédemment, à Mhm. la visite médicale, votre médecin va pas vous déclarer apte. Donc voilà, donc l'inaptitude, ça n'a rien à voir pour la suite. Pareil pour la maladie professionnelle. D'accord. Euh, le seul risque que vous avez, mais c'est pas lié à la maladie professionnelle, c'est juste lié à vous défendre en général, Oui. c'est que oui, votre employeur peut mal parler de vous si vous vous défendez. Ça, c'est un vrai risque. Mhm. S'il y a un appel de référence, effectivement, il peut dire du mal de vous. Mais moi, je ne conseille pas du tout de vous asseoir sur vos droits parce qu'il y a ce risque. Parce que ce risque, il existera toujours. Et dans ce cas-là, il faut tout accepter. Parce que les prises de référence, elles sont pas systématiques, parce que sinon, tous mes clients ne trouvent jamais un emploi alors qu'ils retrouvent un Oui. emploi. Mhm. Parce que globalement, finalement, même si c'est une prise de référence, l'ancien employeur, il fait quand même gaffe à ce qu'il dit. Mhm. Parce que les employeurs sont pas aussi sont aussi assez enfin tout le monde est assez lucide sur le fait que les choses peuvent mal se passer. Moi si j'embauche voilà, j'ai embauché une personne qui ça se passait mal avant dans l'entreprise validée. Ça veut pas dire que ça va mal se passer avec moi. Moi je veux dire j'ai déjà Oui. travaillé en entreprise, je sais très bien qu'il y a des situations qui sont difficiles, donc j'ai pas forcément faire de prise de référence. Euh, donc, cette peur, déjà, il faut l'atténuer. Bon, dans le cas d'une négociation, on peut négocier des clauses de non-dénigrement, etc. Mais dans tout cas, il faut l'atténuer, puis surtout, il faut la relativiser. Même si vous ne défendez pas vos droits, si ça s'est mal passé, Oui. rien ne dit que votre ancien employeur, son contact, il va pas dire du mal de vous. Donc, autant défendre vos droits. Voilà, ça, c'est mon opinion. Donc, ça, c'est une vraie risque. Donc, effectivement, si votre nouvel employeur ou nouveau futur employeur appelle votre ancien employeur, il va peut-être vous dire, attention, en plus, ce salarié, il fait plein de démarches partout, il m'a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Et vous ne pourrez pas l'empêcher. Et parce que vous Oui. le saurez pas, vous n'avez pas de preuves, et puis, de toute façon, vous n'avez pas les contentieux pour ça. Sur du Et on ne sait pas dénigrement, si une personne fait une démarche au prud'homme. C'est pas public, il n'y a pas des publications alors, il n'y a pas de publication de explicatives. démarche au prud'homme. D'accord. Maintenant, l'audience est publique, mais bon, il faudra Ok. quand même avoir peu de chance. C'est-à-dire que Oui. faudrait que votre employeur soit à la même audience.
Et s'il y a un jugement, il est public. Donc, dans les bases de données, D'accord, on peut les retrouver, on peut le retrouver. Néanmoins, dans la plupart des bases de données, les jugements sont anonymes. Donc, globalement, on ne peut d'accord. pas savoir. Le vrai risque, c'est que votre c'est que votre ancien employeur appelle le nouveau employeur, enfin, l'inverse, pardon. Je Mm, commence à avoir un peu de fatigue et vous dites, ben non, mais il m'a mis au prud'homme celui-là. mm, Enfin, mm. ça, Oui. c'est ce qu'on voit. Mm, Il y a, non, c'est pas public, c'est pas comme le mariage et ça. Mais l'audience est publique, hein. Je veux dire, il peut l'apprendre par hasard, mais les chances sont mm. quand même assez réduites. Ok, ok, merci. Donc, c'est quand même rassurant. Oui, non, vraiment, généralement, c'est plutôt quand ils apprennent, c'est plutôt une démarche active, hein. Mm, Et d'ailleurs, petit conseil. Moi, ce que je fais systématiquement, j'y pense, mais je pense toujours à la période d'essai, parce que moi, j'ai déjà eu, il y a des employeurs un peu négatifs qui sont capables d'appeler d'appeler votre nouvel employeur pour lui dire plein de mal sur vous, en espérant qu'il rompe la période d'essai. Et ça marche, ça m'est arrivé. ah, Euh, c'est sale. ah oui, oui, c'est ça, mais ça arrive. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est euh, quand vous êtes en période d'essai, par exemple, pas forcément mettre à jour immédiatement votre post LinkedIn, comme ça Ouais, d'accord. votre ancien employeur ne sait pas où vous êtes, Mm, ou alors décaler votre mise en demeure si vous faites un contentieux, que vous allez au prud'homme le temps de mm, votre période d'essai, et en attendant constituer votre dossier. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec un avocat sur la stratégie, parce que il y a des délais de prescription, il ne faut pas non plus faire louper un délai parce que pour cette peur-là. Mais c'est quelque chose que moi j'anticipe. d'accord. Et globalement, un bon accompagnement, et c'est pour ça que moi j'aime bien ces accompagnements un peu complets, ça va être, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, c'est les démarches, l'accompagnement pour faire des démarches de maladie, pour maintenir le niveau de vie, et derrière pour trouver un emploi, et ensuite se faire analyser. Oui. En gros, c'est vraiment un accompagnement moi je vais le faire global sur tous ces sujets-là, et c'est toujours une composante. Et moi, quand j'ai un salarié au téléphone, avant de lui proposer un accompagnement, je vais toujours lui poser comme question, euh, est-ce que vous voulez partir ou pas de votre entreprise? Sur quelle Mm, échéance? Est-ce que vous avez un travail ou pas derrière? Est-ce que vous êtes comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes accompagné par un médecin? Est-ce que mm. qui vous accompagne pour justement, bah, le conseiller en fonction de sa situation? Oui. Maintenant, je vous rassure, hein, l'employeur qui appelle le nouvel employeur pour faire sauter la période d'essai, c'est pas fréquent. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'est juste que je m'en souviens. Ça m'a un Oui. peu traumatisé, sur Mm, le coup. Maintenant, ça a coûté plus cher à l'employeur parce qu'en fait, on était en train de négo. Ça a fait sauter la négo et du coup, on a négocié beaucoup plus élevé. Donc, ça s'est ah, retourné contre l'employeur. karma. Mais alors ça s'est retourné contre lui, mais c'était pas agréable à vivre. Oui. Donc, voilà, j'en ai Mm, tiré cette leçon. Soit être discret sur une prise de poste. Et je pense que le mieux, c'est, voilà, si on a des délais, c'est quand même d'agir en justice, mais par exemple, de pas mettre à jour évidemment son profil LinkedIn. oui. Puis voilà. En tout cas, réfléchir à cette composante-là, faut toujours anticiper et toujours être un peu parano entre guillemets Oui. sur. Moi, je préfère anticiper. Par exemple, quand je vous dis de récolter vos éléments de preuve. Euh, Si vous avez des heures supplémentaires à faire valoir, et très souvent on a des heures supplémentaires à faire valoir, parce que même si on est Mm, en forfait jour et qu'on a un cadre et qu'on ne décompte pas ces heures, mais en réalité les forfaits jours ils sont souvent illicites parce qu'il n'y a pas justement de dispositif pour s'assurer que votre charge de travail est correcte. oui, Et ça donc en j'avais réalité si on va entendu. Ouais. au contentieux, on peut demander des heures supplémentaires et là ça peut être énorme, ça peut être en centaines de Mm, milliers d'euros et c'est un énorme moyen de négociation. Plus souvent que votre burn-out ou qu'un harcèlement. Moi, les heures supplémentaires, c'est mon meilleur moyen de négociation parce que c'est mm, quelque chose qui est objectif. Le temps de travail, il est objectif, il est mesurable, et c'est pas une question, il n'y a pas de perception. Si j'ai moyen de d'accord. trouver le temps de travail et que le dispositif forfait jour il est licite, en fait, l'argent, on le doit, peu importe l'issue du dossier. Mm, Donc, c'est quand même un bel élément de négociation. Et donc, souvent, ce qui est fait, la seule solution, c'est de copier l'intégralité de la boîte mail. Donc, oui. en rappel, en termes de preuve, il faut être mesuré. Ça, tous les documents d'entreprise appartiennent à l'entreprise. Ça peut être pas de les sortir, mais c'est toléré à partir du moment où c'est où c'est proportionné à une défense de ses droits et on récolte des informations proportionnellement à ce qu'on a besoin pour prouver ses droits. Mm, Et donc, ça peut, si on va copier une boîte mail, moi par exemple, je vais conseiller aux salariés de le faire avant de déclencher
soit un mail circonstancié, ou soit une alerte, Oui, mais potentiellement de se préparer à le faire, mais de le faire au dernier moment, parce qu'on risque une mesure de rétorsion si l'employeur s'en rend compte. Parce oui. que on peut imaginer un employeur qui a un dispositif d'alerte qui se rend compte qu'il y a une copie qui est faite de sa boîte mail. En réalité, en Et si pratique, on je l'ai imprime jamais des vu. mails, c'est recevable? Bah, après, ça dépend des dispositifs de protection faits par l'entreprise, mais imprimer des Oui, mails, c'est recevable aussi. Souvent, d'accord. on fait des imprimés PDF, mais Oui, quand on a beaucoup des heures supplémentaires et qu'on a énormément d'événements, souvent, bah, il y a une copie qui est faite intégralement de la boîte mail, et c'est souvent mm, le seul moyen. Mais peu importe quand, en fait, tout ce qu'on fait, quand on récolte des preuves, il faut être discret parce que le risque, c'est d'alerter l'employeur et donc d'avoir des mesures de rétention, voire un oui, licenciement pour un prétexte, un faux prétexte. Ou une copieur à l'accès à la boîte mail et aux éléments de preuve. Et ça, on le voit, hein, pour le coup. Par mm, contre, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire il faut être très discret dans la récolte de preuves et bon il y a un moment où on peut pas être trop discret, il faut quand même faire une copie des éléments, mais faites-le avant de faire par exemple un mail qui fait une alerte et comme ça dans tous les cas au moins on aura alerté. Si derrière on a une mesure de représailles parce qu'on a pris des preuves de côté, ben on aura une preuve qu'on a d'abord alerté et mm, donc c'est en raison de notre alerte et du fait qu'on ait pris des preuves qu'on nous invente une faute. oui, Euh, et donc, moi, je prépare mes clients comme si toutes les entreprises avaient des dispositifs d'alerte qui feraient que quand vous mettez un mail de côté, il y a une alarme et que votre manager soit prévenu. mm, En réalité, je l'ai jamais vu. Je d'accord. l'ai vraiment jamais vu. Mais je préfère partir du principe que comme c'est possible techniquement, Mm, mm, bah, ça peut arriver. Et voilà, moi, je vous conseille de toujours réfléchir, anticiper ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il faut vous faire accompagner. Et si ce n'est par un avocat ou moins par un proche ou par un syndicat, parce que il faut avoir de la hauteur de vue et je pense, quand vous écrivez un mail, par exemple, avoir quelqu'un qui le relise, qui réfléchisse à l'impact, comment ça pourrait être mm, retourné contre vous, parce que bah, souvent, un mail peut être aussi, derrière, peut aussi être retourné contre vous sur votre formulation. oui, Euh, vous pouvez sans faire exprès vous laisser échapper des choses qui pourraient, en voulant minimiser ou en voulant justement être au plus juste et reconnaître aussi ses torts, mm, on peut donner un super argument pour l'employeur. Et typiquement, par exemple, un autre sujet qu'il faut faire, voilà, c'est un peu décousu, mais c'est vrai que là, ça me fait penser, mais si vous voulez négocier votre départ, parce que vous n'en pouvez plus, ne demandez pas une rupture conventionnelle comme ça de but en blanc. oui, Soit sinon vous on le va faites dire t'as qu'à démissionner. bah, surtout en fait, ce qu'on va dire, c'est que derrière, si vous avez demandé, si vous avez jamais allégué du grief et que vous avez demandé une rupture conventionnelle sans préciser que c'est en raison de grief ou sans avoir allégué les griefs avant, ce qui va se passer, c'est que si elle vous est refusée, et que vous allez dire non, mais en fait, ça peut pas être refusé parce que j'en peux plus à cause de ça. Après, dans un cas contentieux, ce qui va être plaidé par la partie adverse, c'est non, mais en fait, ces griefs ils sont fictifs, ils ont été inventés parce que Mm, Madame X voulait une rupture conventionnelle, elle avait un projet, on lui a refusé, et pour nous forcer la main, elle allait maintenant dans le harcèlement moral. mm, Donc voilà, il faut quand on fait voilà, si on veut négocier une rupture conventionnelle, soit on le fait à l'oral, soit on alerte avant, et même moi je conseille d'avoir alerté avant, d'avoir quand même prouvé ses griefs et montré qu'on n'était pas content sur un sujet, parce que de toute façon, quand vous allez demander la rupture conventionnelle à votre employeur, il va savoir que, voilà, voilà. Sauf, encore une fois, si vous entendez très bien avec votre employeur, mm, voilà, il y a tout ce qu'on dit, il y a des exceptions. Mais en tout cas, mm, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant et donc, toujours réfléchir quand vous faites un acte et quand vous écrivez quelque chose, comment ça peut se tourner contre moi. mm, Donc, bah, moi, quand je fais un accompagnement d'un salarié, en fait, avant chaque décision, chaque mail important, en fait, on débrief. Et oui, moi, j'essaie de comprendre le contexte de l'entreprise, la mentalité de l'employeur, et on prend les meilleures options à chaque fois pour minimiser le risque et maximiser en fait le résultat, c'est-à-dire ce qui sera opportun pour le mm, salarié. Le résultat, ça peut être financier, ça peut être rapidement, ça peut être mm, un accompagnement. En tout cas, voilà, le résultat qu'on s'est fixé et ce qu'on veut atteindre. Si vous n'êtes pas accompagné, discutez-en avec quelqu'un dans lequel, voilà, qui a un bon jugement, on va dire, et pesez toujours le pour et le contre de vos actions. oui, Euh, et si vraiment vous avez un doute, faites-vous aider, consultez, faites au moins une première consultation avec un avocat. ouais, Et si votre santé est en danger, ça prime sur tout le reste, tout ce qu'on a dit avant, et vous mm, arrêtez. Voilà. C'est mes super. Merci conseils. Je sais beaucoup. pas si c'était clair.
Ouais, merci beaucoup, Guillaume. C'était précieux, c'était riche d'enseignements. Dernière question plus personnelle. Est-ce que pour accompagner les gens, il faut aussi se préserver? C'est quoi tes pratiques pour cultiver ton énergie? Alors, il y a la théorie et la pratique. En théorie, je fais du sport, je fais la boxe, ça me permet de changer l'esprit, c'est quelque chose que je fais. Maintenant, comme tout le monde, il m'arrive d'avoir des moments où je me mets un peu aussi en tension, parce que bah, j'ai beaucoup de personnes en souffrance qui travaillent beaucoup, et que j'ai un peu, je peux souvent avoir des sollicitations urgentes de nombreuses personnes, donc ça, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille, et justement, j'essaie de faire du sport euh, pour euh, pour justement bah, décompresser et éviter de me mettre moi-même en danger. Maintenant, c'est quelque chose sur lequel je dois aussi travailler, mais j'ai jamais, bon, voilà, je pense que je n'ai jamais passé du mauvais côté de la barrière et j'ai jamais eu mais dire que c'est quelque chose que je gère parfaitement, non, et peut-être que moi-même je ferai un coaching, et d'ailleurs je fais des coachings gestion de temps, organisation, Oui, oui, et je pense que les coachs ont besoin de coachs aussi. complètement. Et des coachs en souffrance, il y en a quand même beaucoup. Oui. Donc j'ai pas de secret à vous donner parce que je pense pas avoir trouvé de la réponse, de réponse à part j'essaie de me forcer à dormir à heure fixe Mm. j'essaie de faire un minimum de sport, mais honnêtement je ne le fais pas tout le temps. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet instant-avocat-au-singulier.fr, Mhm. sur LinkedIn, Guillaume Delors, enfin, mon prénom est à mon nom et je publie pas mal. Et sinon, j'ai réalisé un petit guide qui pourrait potentiellement vous aider sur les 10 réflexes à avoir en cas de litige avec votre employeur et qui reprennent d'ailleurs une bonne partie de ce que je vous ai dit, à l'instant. C'est un guide qui est gratuit vous pouvez vous inscrire avec ça à une newsletter D'accord. euh, dont, dont l'idée est, puisque pour être parfaitement franc, les premiers numéros va bientôt paraître, d'avoir des petits conseils actionnables de temps en temps pour vous muscler avec l'idée d'avoir des bons réflexes justement voilà, l'idée c'est pas de vous recevoir des tonnes de mails ou des publicités commerciales ou quoi que ce soit, l'idée c'est d'avoir des petits conseils actionnables de temps en temps Mm. pour se muscler juridiquement et avoir les bons réflexes. Et d'ailleurs je pense dans cette newsletter aussi faire intervenir des coachs et des personnes spécialisées en souffrance au travail, et peut-être de temps en temps Mm. envoyer des conseils d'organisation Oui. quand je mettrai à jour le guide ou créerai de nouveaux guides, potentiellement vous envoyer ces guides qui pourraient vous être utiles. Voilà, je pense Super. qu'on a fait le Parfait. tour. Ah, je mettrai tous les liens sous la vidéo et dans l'article, comme ça les Ouais, gens sauront où te contacter. c'est vraiment Mm. c'est vraiment parfait. Mais merci beaucoup en tout cas de me donner cette opportunité et puis de m'avoir reçu parce que c'était très intéressant de parler de tous ces sujets-là et avec Merci à toi. Pour le coup, je vais pas d'autres. faire un grand article avec cette interview parce que c'est vraiment un domaine où je ne connaissais rien de base. Mais du coup, vraiment, l'interview est précieuse parce que tu donnes plein de clés pratiques. Donc, n'hésitez pas à la revoir, à la montrer aux personnes qui pourraient vous accompagner et puis à télécharger le guide pour pouvoir en savoir plus et aller plus loin. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.